Alors s'il y a bien un truc qu'on ne peut pas retirer à l'humanité, c'est son incroyable inventivité quand il s'agit de défoncer la gueule de son prochain. Ou au moins montrer qu'on pourrait le faire. Alors après, évidemment, ça donne lieu à pas mal d'inventions et de prouesses mécaniques. Et pour parler de ça, je suis allé au musée de l'armée à Paris, voir Olivier Renaudot, le conservateur en chef du département Ancien Régime, qui va nous parler un petit peu des armes improbables qu'on peut trouver là-bas. Alors mettez-moi en commentaire celles que vous préférez, et accrochez-vous à vos chaussettes parce que vous allez peut-être découvrir que les armes un peu bizarres des jeux vidéo ou des films, eh ben elles ont peut-être un fondement de vérité. Bah, on commence, ouais, vers ce que vous voulez. Allez, celle-ci. Allez, la petite, ouais. Ah, c'est beaucoup plus léger que ce que je pensais. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une masse d'armes, mais qui cache un petit système, en fait, parce que quand vous regardez le petit tambour qui est ici, eh bien, vous avez un petit mécanisme, alors ça s'ouvre, un petit mécanisme à rouet qui est dissimulé dans la masse d'armes. Donc, en fait, c'est une masse d'armes qui dissimule une arme à feu. Voilà. Donc là, une petite portière avec un petit rouet. Ici, le trou qui permet de passer la clé de remontage, donc avec le ressort intérieur. Une minuscule chien qui tenait un petit morceau de pyrite. La détente passait par le petit trou qui est ici. Et en fait, le canon, il est là. Donc, à l'extrémité de la masse d'armes, en fait, le manche est un canon. Bon, évidemment, une pièce orfévrée magnifique. C'est une pièce royale, c'est une pièce qui a été faite pour Henri II. Voilà. Et à l'intérieur de la crosse, on l'a démonté pour que vous puissiez le voir. Vous avez en fait un ressort à boudin qui est le ressort qui met en place le mécanisme, qui fait tourner la petite roue. Alors c'est assez amusant parce que dans les carnets de Léonard de Vinci, vous avez une platine à rouet qui est représentée avec le même ressort à boudin. Voilà. Et c'est un des rares objets qui possède ce type de ressort donc, pour animer le rouet. Donc, ce n'est pas une pièce qui est imputable à Léonard de Vinci, mais en tout cas, il y a une concordance entre le système que Léonard a dessiné et ce type d'objet. Voilà. Donc, une pièce d'Henri II qui faisait partie des collections de la couronne et qu'il arborait. Voilà. Bon, la partie arme à feu est un peu un gadget en réalité, même si, compte tenu du calibre de la balle, c'était quand même pas négligeable, mais ça en fait une sorte d'objet mécanique un peu prestigieux, un peu utopique. Voilà. C'est impressionnant. La grande obsession, évidemment, des ingénieurs et des spécialistes de l'armement, c'est d'arriver à multiplier le feu, puisque la plupart des armes à feu sont conçues pour un coup unique. Et une fois que le coup est tiré, il faut recharger le canon. Donc l'autonomie du tireur est quand même relativement légère. Donc on a inventé tout un tas de systèmes qui permettent de démultiplier le feu. Alors ça, c'est un des plus simples, c'est le système de canon multiple. Donc vous avez un système de canon rotatif. Tourner, du coup. Oui, vous pouvez le faire tourner, voilà. Et alors, en fait, vous faites tourner le canon, et alors devant chaque canon, vous avez un petit bassinet qui reçoit de la poudre d'amorce avec une petite portière roulante. Et ensuite, il suffit d'appuyer sur la détente, et la mèche enflammée qui est accrochée au fermentin vient mettre le feu à la charge. Voilà. Donc c'est une petite arquebuse à 3 coups. Alors c'est tout à fait impressionnant parce qu'en plus de ça, elle date de quand celle-ci? Là, on est vers le début du XVIIe siècle. D'accord, donc elle a 3 siècles. 3 siècles, oui. Et pourtant, le mécanisme est encore fonctionnel, oui, tout à fait. On pourrait tirer avec. Alors le bois a peut-être un peu de vécu, le mais bois a un peu souffert. En dehors de ça, c'est vraiment... on pourrait tirer avec. On pourrait tirer avec, oui. Voilà. Voilà, alors ça c'est une autre variante. C'est une autre variante, même principe, c'est-à-dire le principe, une arquebuse donc à mèche, avec un seul canon, mais pour multiplier la charge, là ce coup-ci, on y a adjoint un barillet, qui n'est pas une invention de Samuel Colt, donc comme on le croit souvent. Donc là, on est dans une pièce qui a appartenu en plus aux collections royales, qui est une pièce donc, de cette galerie d'armes à feu auquel Louis XIII était très attaché. Et donc vous avez un barillet rotatif avec 5 petites chambres à poudre, 5 petites chambres dans lesquelles vous avez 5 charges et 5 balles. Et pareil, alors ça fonctionne de la même façon, il faut faire tourner le barillet à la main. Donc ici en fait, ici, avec un petit ressort, voilà. Voilà. Et vous l'alignez ici, et vous ouvrez la petite portière pour ouvrir le bassinet. Et en appuyant sur la détente, le serpentin bascule dans la... Ah, et là c'est pareil, encore une fois, c'est entièrement
Enfin, ça fonctionne encore parfaitement, quoi. Ouais. Bon, ce sont des mécanismes très simples, hein, puisque le Ouais. mécanisme à mèche, c'est juste un petit bras monté à un ressort Ouais. qui accroche une mèche incandescente qui descend en fait dans la poudre d'amorce. Ouais. Donc c'est un système quand même relativement C'est simpliste. simple. Mais c'est vrai que, voilà, enfin, on pourrait croire que ça a été graissé hier, en termes de... Parce que là, Ouais. dans la vidéo, on le sent pas, mais vraiment, c'est très très fluide, le passage, Ouais, est oui, vraiment oui, impressionnant. Et là, le ressort est... Enfin, il est Et impeccable. encore fonctionnel, fonctionne ouais, très, très tout à bien. fait. Ouais. Alors le défaut de ce genre de système par rapport à l'autre arquebuse, c'est qu'en fait il y a certainement des problèmes d'étanchéité entre le canon et le barillet. D'accord. Parce qu'il n'y a pas de joint, il n'y a pas de, il n'y a aucun moyen d'éviter la déperdition des gaz qui devait réduire et certainement l'efficacité de l'arme et sa puissance et peut-être poser des problèmes de sécurité aussi. Alors évidemment, si on reste dans le thème, bon, c'est... Oui, alors aussi, Ça fait très arme de cinéma. oui, c'est un objet aussi, c'est un peu une célébrité du musée, c'est Ouais. le pistolet à 3 canons, également venant de la collection d'armes de Louis XIII. On est une arme, peut-être une arme d'ailleurs qu'Henri IV a léguée à son fils, puisque c'est Henri IV qui a réuni les premières armes à feu dont Louis XIII va hériter. Alors là, vous avez deux systèmes à rouet, deux platines à rouet à gauche et à droite, une qui alimente un des canons Ouais, et l'autre qui alimente le canon central et le canon de droite. d'accord. Voilà, avec deux détentes. Donc, en termes de précision, c'est quand même un peu aléatoire. C'est un arrosoir en fait, mais voilà. Lourd, Sacrée plante. ouais. Lourd et effectivement difficile à manier à bout de bras, compte tenu du poids des 3 canons. C'est vrai que ça fait Voilà, très arme de cinéma. voilà. Mais c'est effectivement, et c'est une arme que Louis XIII a certainement appréciée et en tout cas qu'il a conservé au sein de sa collection. Louis XIII et ses successeurs, donc, qui l'ont conservé jusqu'à nous. Celui-là est plus léger. Alors il est plus léger, c'est une arme assez élégante. Alors c'est une invention d'un orfèvre et d'un horloger de Grenoble, Pierre Bergier. Et alors Pierre Bergier avait une invention dont il était très fier et qu'il a proposée au roi. C'est aussi une pièce qui vient des collections de la couronne. C'était des pistolets ou des armes à feu qui sont dites pour tirer dans l'eau. Bon, pour tirer dans l'eau, traduction, pour tirer sous la pluie, parce que, évidemment, pour des armes à poudre noire, les mettre entièrement dans l'eau, c'est pas compatible avec l'utilisation de ce genre d'objet. En fait, le système à rouet, qui normalement est un système extérieur, que vous avez vu sur les autres objets, là, il est entièrement dissimulé derrière une plaque de laiton doré. Et en fait, les chiens qui portent la pyrite qui va activer le rouet, vous avez deux rouets en fait, sont juste derrière ces petits loquets là qui s'ouvrent. Ils sont cachés derrière. Ils sont cachés derrière. Les roues dentées sont ici, à l'intérieur. Ouais. Là, vous avez donc ces deux petites pincettes qui accrochent une pyrite de très petite dimension, en réalité. Et les clés, les carrés pour le remontage du rouet sont de l'autre côté de l'arme, ici. Ah oui, d'accord. Voilà. Ils n'ont pas sur la façade comme traditionnellement. Donc, on remonte le rouet ici. On fait descendre le chien à la main dessus, voilà. Et donc quand on appuie sur la détente, eh bien la roue va se mettre à tourner et va mettre le feu à la charge. D'accord. Voilà. Le tout, effectivement, il y a très peu de contact avec l'extérieur, donc en cas de temps un peu humide, théoriquement, ça protège, ça évite les ratés. Théoriquement. Théoriquement. C'est le mot-clé du... Théoriquement, voilà. C'était en tout cas l'argumentaire de ce bergier. L'argumentaire de vente. C'est le fameux crucifix par Pierre Poignard, donc, qui faisait partie de la collection de Georges Pauillac. Parce que si je me souviens bien de la vitrine... Voilà. Voilà, la partie supérieure du crucifix se détache et vous avez une dague à l'intérieur. C'est presque un objet trop beau pour être vrai. C'est-à-dire que je pense que c'est un délire peut-être de bidouilleur anticlérical, puisque vous avez à la fois les passions mystiques et la passion du sang et du meurtre, donc vraiment tout ce qu'il faut pour plaire. Et je pense que c'est un objet fabriqué pour un collectionneur. Pauillac s'est laissé avoir, à vrai dire. C'est un objet qui a toujours beaucoup d'efficacité au musée. Là aussi, c'est une vraie arme de cinéma.
Voilà, mais je pense que c'est un montage habile, fait avec des éléments authentiques, parce que le crucifix est une pièce authentique du XVIIe siècle, la lame est une vieille lame de dague remontée, voilà. Mais je suis un peu plus sceptique sur l'authenticité totale de cet objet. Mais ça fait très film de vampire. Ça fait film de vampire, voilà, tout à fait. Voilà. Mais c'est terriblement efficace. Alors, on retrouve une arme royale ici avec une épée-pistolet qui a appartenu à Henri IV, qui fait partie aussi des collections de la couronne. Donc, c'est une arme, une épée qui a le profil assez classique des épées du début du XVIIe siècle, mais la lame est doublée par un petit canon d'assez petit calibre, qui alourdit d'ailleurs la lame, ça vous devez le sentir, et une platine à silex qui est fixée donc côté garde ici, de ce côté-là, avec une petite détente qui est ici, qui est contre le quillon. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est une... Alors, ces armes combinées étaient très fréquentes dans les collections princières, parce qu'évidemment, ce sont des armes qui montrent des performances techniques particulières, une sorte d'ingéniosité technique particulière, donc, que les collectionneurs appréciaient. La dimension utilitaire, ça vous devez le sentir, ça alourdit quand même considérablement l'épée. Ouais, c'est trop. Voilà. Alors si ça permet à l'escrimeur de bénéficier d'une arme à feu en plus pour terrasser son adversaire, en réalité, l'efficacité de l'épée en est quand même beaucoup réduite. Voilà. Je pense qu'on est plus dans un objet de cabinet. Ce qui est intéressant, c'est par rapport à la chronologie de cet objet, on est donc vers 1600, c'est un objet qui comporte la première platine à silex connue. Qui est ce nouveau système de mise à feu qui va être mis en place par les arquebusiers de Louis XIII et qui va équiper les fusils de l'armée française très tard, sous règne de Louis XIV en fait. Eh bien, la première platine à silex connue en France, elle est ici. Elle est fixée sur cet objet. C'est étonnant, effectivement. On ne s'attendrait pas à ce que ce soit... Alors, cela dit, ça va dans le sens de l'objet un peu test. Un peu test, voilà, l'objet un peu prototype, d'ingénierie, tout à fait. Ça, bon, c'est un peu plus un classique, en fait, c'est ce qu'on appelle ces armes fourrées, ou ces armes dissimulées, c'est-à-dire un objet qui ressemble à un bâton ou à une canne, et qui, en fait, comporte une très longue lame, y compris des petits quillons, qui sont aussi mus par un système de ressort, et un petit padane, ouais. Voilà, donc ça en fait une mini-épée très légère, qui peut permettre de se défendre. C'est assez... Avec une certaine allonge, ouais. Quelle période pour celle-là, du coup Là, je pense qu'on doit être dans le courant du XVIIe siècle aussi. D'accord. Ouais. Et le fourreau peut servir aussi. Et le fourreau peut servir aussi. C'est un fourreau en métal qui est recouvert de cuir, mais donc qui donne un aspect assez neutre, disons. Extrêmement léger. Ouais. Et alors, les ressorts sont très... Et encore, les ressorts sont un peu... Ouais. Voilà. Bon, c'est une pièce un peu plus anecdotique, mais... On parlait de la popularité des armes, effectivement, dans les sociétés anciennes. On est dans ce contexte-là, en fait. Alors ça, c'est un objet amusant. Là aussi, qui est un bon exemple de l'ingéniosité et d'une certaine perversité, d'ailleurs, Donc elle est recouverte de velours. Attention au velours qui est assez fragile. Alors, en fait, c'est une arme à deux systèmes. Une épée, quand vous la mettez au côté, elle paraît tout à fait normale. On est à la fin du XVIe siècle. Alors, le premier système est intégré. Je vais vous laisser sortir le... Je peux tirer par le padane. Par l'anneau, oui. Voilà. C'est une épée qui est déjà équipée de sa dague, qui est donc travaillée, façonnée, de façon à s'intégrer totalement dans la poignée de l'épée. Donc, en fait, la dague est intégrée, avec une forte lame, d'ailleurs triangulaire, tout à fait solide. Mais ce n'est pas tout. On ne peut pas la tirer. Voilà. En fait, la lame ne s'ouvre pas par le haut, mais en fait, elle glisse par le bas. Attention au tissu. Par le bas. En fait, le crochet de fourreau, en fait, tient la lame, qui en fait passe par l'extrémité de la boutrole. Et qui vient se bloquer avec un petit cran au bout. C'est très lourd. Ce qui fait l'inertie est vraiment très... c'est très très long. Ce qui fait que vous avez à la main à la fois une épée qui fait à peu près 1,70 m de long et la dague évidemment pour parer les coups de l'adversaire. C'est inutilisable, mais... Ouais. C'est inutilisable, mais c'est bien vu. Mais c'est un objet donc, qui est un objet qui est un peu
bon, qui en cas d'agression non voulue, en tout cas, permet d'impressionner l'adversaire. Ah, c'est sûr. À défaut d'être très manipulable. C'est sûr que là, ça impressionne. Voilà. Voilà. Surtout qu'en plus, je pense que la lame pouvait sortir avec un simple mouvement de poignet. Oui. Donc une simple rotation du poignet et la lame devait sortir et jaillir par le fourreau et évidemment impressionner. La mauvaise surprise. Ouais. Donc Voilà. ce qui est impressionnant, c'est que vraiment, en plus de ça, c'est extrêmement bien ajusté, la dague là. Parce que quand on la rentre, vraiment, ça. Voilà, elle vient vraiment elle devient insoupçonnable. Exactement. Bon, le tout avec une très belle damasquinure espagnole de la fin du XVIe siècle, évidemment, parce que nous sommes quand même. C'est quand même des objets destinés à des gens qui ont du goût. Exactement. Voilà. Et même si c'est un objet tout à fait sérieux en termes d'efficacité, voilà, un petit échantillonnage d'objets surprenants, d'objets. Alors, ces armes combinées étaient très populaires, évidemment, dans les cabinets d'amateurs, puisque ce sont à la fois des ingéniosités d'armuriers, c'est souvent des armes rares, des armes uniques dans leur conception. Et en fait, on imagine plutôt des collectionneurs un peu âgés qui certainement n'en avaient jamais usage, qui collectionnaient avec amour ce genre de pièces, donc pour les montrer à leurs amis, pour épater leurs invités, etc. Donc après le dessert. Mais voilà, mais la production était quand même importante. Et alors du coup, il y en a une qui est posée ici. Il va falloir qu'on change de plan parce que c'est assez impressionnant et j'ai hâte de voir le poids que ça fait. Oui. Donc on va changer de plan. On va changer de plan. Est-ce que je peux le prendre ou pas? Essayez, mais ou alors on va peut-être le prendre à deux parce que c'est vraiment très très lourd. D'accord. Ça pèse bien 30 kg, voire plus. Ah la vache. Non, c'est un monstre. Ah c'est vraiment lourd. C'est un vrai monstre. Ah c'est vraiment très lourd. Alors ça, on est toujours dans cette obsession de la multiplication du feu, qui est quand même le grand écueil, jusqu'au chargement rapide des armes au milieu du XIXe siècle. En fait, le problème, c'est que on est doté d'un canon avec un coup par canon, en réalité. Alors là, c'est une sorte de fusil de rempart, de gros fusil de rempart, qui est doté de 9 canons rayés en plus, qui tirent simultanément, enfin en même temps, avec un seul système de mise à feu, une seule platine à rouet. On est au début du XVIIIe siècle, donc c'est une arme inamovible, hein, comme vous l'avez vu. Elle était certainement fixée à un trépied ou sur un parapet, donc on l'utilise d'une position fixe. Et le système mise à feu permet de décharger les 9 canons en même temps. Voilà. Donc une arme à balles, donc, comme je l'ai dit, c'était des canons rayés, donc des balles assez ajustées, qui allaient certainement loin et assez précises. Voilà. Et ce sont ces ancêtres en quelque sorte de la mitrailleuse, quoi. Ah ouais. Voilà. Alors, on décharge les 9 balles en même temps, mais évidemment, après, le temps de rechargement de l'objet est d'autant plus long, puisqu'il faut charger individuellement chaque canon avant de rendre l'arme opérationnelle à nouveau pour le tir. Ah, c'est vraiment très lourd et assez Ouais, impressionnant. c'est très très lourd. Ouais, c'est très très lourd. C'est des canons d'assez gros calibre en plus, donc certainement conçus pour une assez grande portée. Et bon, c'est des objets qui n'étaient pas déplaçables, donc on les posait sur un affût et puis on les mettait en œuvre d'une position fixe. Ah, ça reste impressionnant. Ça Voilà. reste vraiment impressionnant. Voilà. Parfait. Donc ces espèces de tentatives. Alors, est-ce que c'est vraiment fiable? A priori, l'objet a été utilisé puisqu'il y a la trace à l'embouchure d'une balle qui a été reçue par l'objet, donc certainement il a été exposé au feu. L'espèce de cercle a été réparé, mais on a la trace d'un des canons qui a été d'ailleurs rendu inutilisable et déformé par une balle extérieure. Voilà. Mais ce sont ces pièces un peu expérimentales et un peu utopiques qui ont beaucoup abondé effectivement dans les armées anciennes. Voilà, alors ça c'est aussi une pièce étonnante. C'est ce qu'on appelle une bracciagiula, c'est une pièce italienne. Alors c'est une pièce, voilà, donc il y a un gantelet qui est accroché comme un gantelet d'armure, qui est conçu d'ailleurs comme un gantelet d'armure, qui est accroché au bouclier, donc qui permet d'avoir la main sortie. Il y a une poignée de maintien, voilà. Et donc le gantelet est extérieur et vous avez une pointe barbelée, assez méchante d'aspect d'ailleurs, qui est sur le devant de la rondache. Donc qui sert à protéger. Alors en plus c'est une rondache avec quelques petites subtilités, c'est que vous avez toute une série de brise-lames autour. Toutes ces fentes tout autour servent à coincer éventuellement la lame de l'adversaire.
Donc et avec une petite rotation du bras, en fait, vous pouvez soit la casser, soit la bloquer. Vous avez également des fentes au creux des gaudrons, donc qui ornent le bouclier. Donc là aussi, la lame et la pointe peuvent venir se coincer là-dedans, ce qui vous permet de bloquer la lame de l'adversaire. C'est une pièce qui est conçue également pour le combat de nuit, puisque vous avez la possibilité de mettre une lanterne. Donc vous avez un petit couvercle qui bascule sur le devant. On part plus tard. Ouais, peut-être le mien pourrait le faire, parce que j'ai un petit truc qui permet donc de glisser une petite chandelle en fait à l'avant de la pièce, donc pour éclairer votre adversaire ou pour l'éblouir, hein, tout simplement. Bon, encore une fois, l'efficacité réelle de ce genre de dispositif est quand même très discutable. Le principe, c'est de le... Voilà. Ah oui, effectivement. Vous voyez, c'est pas très bon. Voilà. Le principe, c'est plus de l'étonner ou de le surprendre, en réalité. Voilà. Parce qu'on se balade vraiment avec ça dans la rue. Dans la rue, c'est difficile. Je pense qu'on le promène pour une rencontre prévue, etc. Voilà. Et alors, ce n'est pas tout. Il y a enfin, pour achever l'ensemble, il y a à l'intérieur de la rondage, donc vous voyez la garniture textile, là, qui n'est pas complète puisqu'il manque en fait une bride qui venait ici. Ouais. Et vous avez en plus, donc, si vous pouvez l'incliner vers le bas, là je désenclique la lame. Attendez, voyez. Il faut qu'elle sorte, qu'elle accepte de sortir. Voilà. C'est à quel âge aussi ça? Début XVIIe siècle. Oui, ça commence à... Fin 15e, début XVIIe siècle. Et vous avez une lame d'épée supplémentaire avec un cran d'arrêt qui part vers l'avant. Ouais, ça rentre vraiment dedans. Voilà, et qui vous permet donc d'avoir une arme de main gauche, donc du coup, voilà. Et avec l'épée à la main, là vous êtes vraiment paré. Ah, une épée en main droite. En main droite. Du coup, c'est vrai que d'habitude des boucliers, j'ai plutôt envie de le mettre en avant. Ouais. Alors que là, on est quand même plutôt comme ça. Ah, c'est spécial, hein? C'est spécial, oui. Non, c'est vraiment l'objet. C'est lourd, c'est quand même un objet un petit peu limite en termes de fonctionnement. Mais c'est ce genre d'invention qui ravissait beaucoup les amateurs et les collectionneurs. Incroyable. Et voilà. Il est vraiment incroyable. Et donc c'est un objet pareil, un peu utopique, qui, bon, je pense que c'est quand même un petit peu un défi à la fonctionnalité. Mais... Ah, puis vraiment, pareil, à l'époque, un coup de poignet, la lame sort. La lame sort, oui. La lame sort et voilà. Je pense que c'est surtout des objets à surprise qui sont destinés à surprendre et à décontenancer l'adversaire, en réalité. Plus qu'à obtenir une efficacité létale réelle. Voilà, le but est vraiment de le surprendre et de lui faire peur. de lui suggérer qu'il va passer un mauvais quart d'heure en osant vous affronter. Voilà. Mais évidemment, ce sont des objets qui dans une collection, étaient collectés particulièrement par les collectionneurs qui adoraient ce genre de pièces un peu utopiques. Il y en a combien dans le monde des comme ça? Elle n'est pas unique. Hein. Elle n'est pas unique. Il y a pas mal de musées qui en ont, je dirais peut-être une petite dizaine, quoi. Mais c'est quand même des objets qui ont été produits en masse et qui ont suscité aussi beaucoup de copies et de faux. Ça, on en trouve aussi. Voilà. Alors vous avez des variantes, vous avez parfois des variantes avec un canon intégré, un petit canon intégré, une petite arme à feu qui est intégrée dans ce genre d'objet. Donc il y en a un peu pour tous les goûts. Bon, je vous avoue que j'ai un peu menti. En réalité, il existe beaucoup plus d'armes improbables que ça au musée de l'armée. Les collections sont fantastiques. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, on fera un deuxième épisode. Et puis sinon, vous pouvez toujours liker la vidéo, vous abonner, la partager pour faire connaître la chaîne. Et en attendant, n'oubliez pas que l'histoire est vivante.